Bonsoir à chacune et chacun, très heureux de vous retrouver pour cette 15e conférence qui marque les 10 ans de TAD. Alors ce soir, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir comme conférencier Olivier Dulac. Alors Olivier, c'est une sorte déjà de vieux complice, même si ça fait que quelques années qu'on se connaît. Et comme certains d'entre nous, comme ça arrive fréquemment en formation, il a un parcours un petit peu atypique. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça serait long, mais peut-être poser quelques jalons. Alors, Olivier a commencé sa carrière professionnelle au ministère de l'Environnement. Alors, il était chargé d'une tâche extrêmement importante, puisqu'il s'agissait pour lui d'observer, de dénombrer les marmottes. Alors, je ne sais pas si c'est cela qui l'a influencé ou si c'est l'observation du phénomène de l'hibernation de ces mammifères, ou encore leur capacité à se déplacer très rapidement. Mais il a lui-même changé de ministère pour intégrer l'éducation nationale. Alors, il y a notamment assumé les fonctions de chef d'établissement. Et dans sa pratique, il s'est nourri bien évidemment des apports qu'il avait pu avoir dans son parcours de l'éducation populaire. Et il a si bien réussi dans cette fonction qu'il a été appelé par l'ESN pour renforcer l'équipe. Alors l'ESN, c'est l'École supérieure de l'éducation nationale. C'est une école qui est située au Futuroscope, à côté du Futuroscope à Poitiers, et qui est l'école des cadres de l'éducation nationale. Alors par cadre, on entend bien évidemment les chefs d'établissement, mais aussi les différents corps d'inspecteurs et d'inspectrices. Alors Olivier Dulac est aujourd'hui responsable de l'innovation pédagogique et du numérique à l'ESN, et depuis 3-4 ans, je dirais, il a impulsé avec une petite équipe, mais une équipe de choc, un certain nombre de modifications dans l'offre de formation de cette école. C'était une école qui a toujours d'ailleurs des locaux tout à fait vastes et propices à accueillir des regroupements présentiels. Mais la nouvelle orientation a été d'instiller de la distance dans ces formations présentielles. Et donc, cette hybridation de la formation a bien évidemment fait émerger la fonction ou les fonctions tutorales qui sont tout à fait essentielles dans ces dispositifs. Alors Olivier, ce soir, va à la fois nous présenter comment ces dispositifs sont mis en place à l'ESN, mais aussi justement comment est traitée cette question tutorale. Est-ce qu'elle va nécessiter la formation d'un certain nombre d'acteurs de l'éducation nationale? Est-ce que cela va déboucher vers un nouveau métier, comme on avait pu l'évoquer avec Viviane Glickman tout à fait récemment? Eh bien, c'est à quelques-unes de ces questions et à bien d'autres qu'Olivier va pouvoir répondre durant cette conférence. Alors, je vous rappelle que durant cette conférence, vous allez pouvoir utiliser le chat pour pouvoir réagir, commenter, poser vos questions tout au long de la conférence. Nous réserverons la fin de la conférence à vos remarques et à vos questions. Et puis, vous pouvez aussi utiliser, si vous le souhaitez, sur Twitter, l'hashtag TAD10. Je vous souhaite une excellente conférence. Quant à nous, nous allons maintenant laisser Olivier tout seul en piste et nous nous retrouvons après son intervention. Bien, merci Jacques et bonsoir à tous. Alors je te remercie pour la présentation d'une part et je réserverai à un certain nombre de complices restreints la question que j'ai également fouillée de la place du tutorat dans l'éthologie de la marmotte, ce qui n'est pas forcément le sujet que nous aborderons ce soir, mais qui est un sujet également d'importance. Alors peut-être sur cette conférence que j'ai essayé d'intituler autour des fonctions tutorales dans la formation des cadres, je vous proposerai de visiter un petit peu plus en détail
les NESR. Alors, Jacques a présenté l'ESN, École supérieure de l'éducation nationale. Si l'acronyme reste ESN en termes de logo, nous inscrivons désormais le vocable ESN-ESR, étant donné que cette école a pour vocation de former non pas les cadres de l'éducation nationale, mais les cadres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est-à-dire que notre public cible concerne les 25 000 cadres, grosso modo, pédagogiques. Jacques les a cités, chefs d'établissement, inspecteurs, mais aussi cadres administratifs des deux ministères, c'est-à-dire les APA-ENS, les DGS d'université, le haut encadrement, les recteurs, par exemple, les DAZEN, et tout ce qui est du registre des personnels médico-sociaux que nous avons aussi en responsabilité de formation. C'est-à-dire un spectre extrêmement large sur lequel, je vais y revenir, nous avons engagé une évolution extrêmement forte des modalités de formation qui on va le voir, ont fait émerger cette question forte des fonctions tutorales. Alors, peut-être pour appuyer ma présentation, vous donner un contexte de ce que c'est que les NESR. Alors, les NESR, c'est tout d'abord 68 personnels, dont uniquement 16 responsables de formation. C'est-à-dire que pour traiter l'ensemble du plan de formation de ces 25 000 collègues, nous sommes 16 responsables de formation avec 14 assistants un équivalent journée stagiaire qui dépasse allègrement les 30 000 journées stagiaires sur le dernier compteur de notre rapport d'activité, nous sommes aux alentours de 6 500 à 7 000 journées stagiaires à distance en plus. Ce qui veut dire que nous avons là un plan de charge qui est extrêmement conséquent et avec 6 500 journées stagiaires à distance, vous mesurez bien que l'hybridation et l'impact que nous avons souhaité donner au modèle de formation n'est pas un impact à la marge, mais un impact de fond et qui concerne l'ensemble des 30 académies. Alors, dans cette NESR, existait jusqu'à il y a maintenant peu, c'est-à-dire pas plus tard que cet été, un pôle innovation pédagogique, technologique et e-formation dont j'étais le chef de projet. Pôle innovation qui désormais est refondu au sein d'un département que je suis en train de préfigurer à la demande du directeur et en attente de validation des ministres. Département qui, dans cette nouvelle organisation de les NESR, aurait vocation d'appui en termes d'ingénierie, en termes de déploiement et de développement de ces nouvelles modalités de formation et de ces nouveaux services. Je pourrais évoquer notamment des services tels que une web radio que nous avons mis en œuvre et qui diffuse mensuellement un certain nombre d'émissions à caractère éducatif. Donc ce nouveau département, je le présente pourquoi ? Je le présente car il témoigne, de même que le recrutement de collègues sur cette dimension de l'ingénierie pédagogique à distance, intégrant le numérique, témoigne d'une préoccupation de plus en plus forte de l'administration centrale et du ministère. Nous sommes service déconcentré du ministère de l'Éducation nationale, déconcentré donc sur Poitiers, sur le site du Futuroscope, mais service du ministère, témoigne d'une préoccupation de plus en plus forte liée à cette question du numérique et à cette question des métiers qui sont en mouvement autour du numérique. On a donc une réelle dynamique, je le représenterai tout à l'heure dans l'exemple de Magistère, qui est un dispositif qui a vocation à toucher tous les enseignants du premier degré, soit à peu près 350 000 collègues, et que nous sommes en train de déployer avec la DGESCO, et projet qui va, là pour le coup, toucher et impacter extrêmement fortement cette question du tutorat. Alors, juste pour terminer les éléments de contexte pour faire vite, dans les 45 minutes de communication. Nous sommes hébergés sur deux plateformes de formation, deux plateformes Moodle, ESN Performance qui va migrer maintenant progressivement à partir de janvier sur ESN Magistère et Campus ESN, la première étant plutôt dédiée à l'enseignement scolaire, la seconde plutôt à l'enseignement supérieur.
Pour terminer la présentation, et c'est pas la moindre des choses, nous co-animons avec le CNFPT, donc le Centre de la fonction publique territoriale, Centre national de la fonction publique territoriale, le groupe e-formation, e-ressources e-formation du RESP, Réseau des écoles de services publics. Vous le savez peut-être, l'ensemble des administrations disposent d'écoles de formation comme la nôtre, hein, comme les NESR, il y a la justice. Jean-Michel Conseil, présent parmi nous ce soir, fait partie de l'école nationale de la police, le NSP. Voilà, donc sur les différents ministères existent des écoles de formation des cadres, et dans ce réseau des écoles de services publics existe un groupe de réflexion qui mutualise et qui réfléchit à ces questions de e-formation et d'évolution des métiers, des postures liées à l'évolution des modalités de formation. Et c'est intéressant de pointer cette dimension. Nous avons été audités par Bercy sur cette question du modèle de formation il y a quelques mois maintenant, sur je le reprendrai tout à l'heure, des rapports ministériels pointent les évolutions importantes à conduire dans la formation des agents de l'État, et on en arrive à la conclusion, hein, au constat que la dynamique qui s'engage est une dynamique qui s'engage de façon généralisée dans l'administration et au profit, au bénéfice de l'ensemble des agents de l'État, et qu'il convient à un moment donné de porter une réflexion tant sur les modèles pédagogiques, c'est une chose, mais également sur les modèles économiques, et j'y reviendrai. La question du tutorat est directement impactée par ces questions de modèles économiques. Donc le RESP, un lieu de réflexion, hein, extrêmement important, où on s'aperçoit qu'entre deux ministères, l'approche est parfois un petit peu différente, hein. J'intervenais il y a peu avec le ministère de la Justice sur ces sujets-là, et voilà. Alors, je passe très vite sur le slide suivant, hein, c'est les publics accueillis chez nous, hein, donc personnel de direction, inspecteurs, cadres, je les ai évoqués, je n'y reviens pas. En formation statutaire, en adaptation à l'emploi et en formation continue, c'est-à-dire qu'on couvre un champ extrêmement large. Interministériel, international, réseau constitué, aussi des communautés de pratique, hein, qu'on essaye d'initier avec la complicité d'un certain nombre d'acteurs, dont Jacques et Jean-Paul, notamment autour de colloques autour de la e-éducation. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je pourrais dire que le tutorat n'est pas une question nouvelle dans l'éducation nationale. C'est un accompagnement, un tutorat qui existe historiquement depuis fort longtemps, que les écoles normales, que les IUFM ensuite ont fait vivre, ont mis en œuvre, avec peut-être un axe de tutorat, et on a conduit pendant plusieurs années avec mes collègues de les NESR des journées interacadémiques de réflexion de tuteurs sur ces questions-là. On s'aperçoit que souvent les représentations qui étaient ancrées étaient des représentations autour d'un tutorat incarné. Pour faire court, le stagiaire rencontrait son tuteur en fond de classe, observait sa manière de faire la classe et tentait, par imitation, d'avancer dans cette problématique de professionnalisation en se disant, bah, finalement, voilà, comment est-ce que de l'observation que je conduis de mon tuteur, je vais pouvoir en tirer des éléments de transfert qui vont me permettre à mon tour de monter en efficacité, en efficience dans mes gestes professionnels. Alors, il faudrait peut-être un peu détailler cette affaire-là. Ce que je dis est peut-être un petit peu caricatural parce qu'on a malgré tout un certain nombre de formes un peu variables, mais malgré tout on était quand même sur cette posture, et notamment une posture un peu traditionnelle. Chez les personnels d'encadrement, c'est une posture qui revient extrêmement fortement dans les corps d'inspection notamment, chez les personnels de direction, avec un point qui est important, c'est que la question du tutorat, la question de la formation, est un rôle qui est assigné dans les missions de chacun des personnels d'encadrement, et qui donc sont censés pouvoir le faire vivre de façon importante. Je le disais, l'expérience nous montre, les échanges que nous avons eus avec de très nombreux tuteurs qui accompagnaient des collègues nouvellement recrutés, ont montré des représentations extrêmement fortes sur ce que c'est que le tutorat,
ancrée souvent dans la reproduction du modèle vécu et dans une reproduction d'un modèle vécu qui n'est pas forcément, qui ne prend pas forcément en compte et pour cause l'ensemble de l'évolution exponentielle, j'ai envie de le dire comme ça, des modalités de formation qui intègrent désormais le numérique. Alors, cette question du numérique, il est à corréler directement avec les grandes lois qui ont vu le jour à cette rentrée scolaire et durant l'été, les lois sur l'enseignement supérieur et la recherche, dont une des incarnations du volet numérique pourrait se traduire par le plan FUN, France Université Numérique, je ne vais pas détailler forcément tout de suite, et au niveau de l'enseignement scolaire, la grande loi portée de la loi de refondation pour l'école de la République, dont le numérique est un des volets forts, et le plan Faire entrer l'école dans le numérique, porté par le ministre Vincent Peillon, nous amène très fortement à réinterroger complètement l'ensemble du paradigme, la fonction tutorale étant un des pans de ce paradigme, pour non pas faire évoluer les modèles de formation des professionnels de l'éducation nationale, c'est un des champs mais pas le seul, l'objectif étant d'arriver à terme jusqu'à l'élève au sein de la salle de classe, et je ferai la clôture de mon intervention sur ce champ-là, précisément, et de se dire comment, finalement, un modèle qui est porté par une école de formation de cadre doit arriver à cascader, doit arriver à imprégner jusqu'à l'enseignant au sein de sa salle de classe, pour que, finalement, le numérique entre vraiment dans la pratique pédagogique des enseignants auprès des élèves, et donc dans les élèves. Dans la pratique des élèves concrète. Alors tout ça n'est pas qu'une dynamique enseignement supérieur, recherche et éducation nationale. Je ne le ferai pas ce soir, mais on pourrait citer les discours de Jean-Marc Ayrault, les discours du président Hollande. On est dans une vraie dynamique de modernisation qui existe depuis longtemps et qui tendanciellement augmente extrêmement fortement ces 2 dernières années et singulièrement ces derniers mois. Alors pour avancer un petit peu, tout ça pour dire que peut-être la vitesse d'évolution du modèle qui est impacté par le numérique n'est pas de même nature que la vitesse du changement des tuteurs qui en avaient, des tuteurs traditionnels avec lesquels nous étions amenés à travailler, et qu'il y a là une tension qui est en train de se mettre en œuvre, qui est parfois une tension importante à prendre en compte et à réguler. Alors, des évolutions très importantes, quelques éléments d'évolution très importantes, c'est le rapport du préfet Lebris, fin 2008, début 2009, sur la formation des agents de l'État. Que dit ce rapport ? Ce rapport dit qu'il y a une harmonisation nécessaire des formations statutaires suite au recrutement des agents. Et en ce qui concerne les cadres, ça s'est traduit par une mise en responsabilité des réussites au concours, des personnels d'encadrement. Alors une mise en responsabilité immédiate, c'est-à-dire que à peine reçu au concours d'inspecteur ou au concours de chef d'établissement, le collègue se trouve en situation d'affectation sur un poste, et dans cette logique d'affectation sur un poste, il a à prendre en charge finalement son métier en tant que titulaire, même s'il est en cours de stagiairisation, mais il est en situation de professionnel complet. Alors cette mise en situation des personnels d'encadrement, alors ça se situe en 2009 pour les corps d'inspection, et ça se situe une dizaine d'années plus tôt pour les personnels de direction, qui, alors si je prends les personnels de direction, étaient, on va dire, dans une bulle pendant 6 à 8 mois, et au sein de cette bulle, ils réfléchissaient à leur métier de chef d'établissement qu'ils allaient ensuite mettre en œuvre sur le terrain. Le constat a été fait que le modèle ne fonctionnait pas bien, et que la mise en situation de responsabilité était importante et nécessaire pour ces personnels. Alors,
vous comprenez bien que cette mise en situation de responsabilité immédiate impacte très directement, extrêmement directement, la question du, comment dire, de la place du tuteur dans cette affaire, qui, tout simplement, si on prend un premier exemple tout simple, le tuteur ne se trouve plus en situation d'avoir un stagiaire hors sol qui va devoir appréhender un métier, on va dire, à distance, hein, de loin, sans l'exercer. Il s'adresse à un collègue qui est en situation de responsabilité et qui assume ses responsabilités. Donc déjà, dans ce changement de posture, la place du tuteur évolue. Si je prends un exemple extrêmement parlant, pour les collègues inspecteurs du premier degré en charge d'une circonscription, qui peuvent être soumis dès la rentrée, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés au printemps, dès la rentrée, alors qu'ils débutent leur formation, ils sont en responsabilité, ils peuvent être soumis à des blocages d'école, à des arbitrages sur des ouvertures et des fermetures de classes, et que le tuteur qui les accompagne doit se positionner de façon pertinente entre eux. Je te dis ce qu'il faut faire, mais comme tu es un collègue en responsabilité, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire, je ne peux que t'accompagner, et qu'on voit là que déjà bouge un certain nombre de relations interpersonnelles du fait même de la mise en responsabilité. Pour les chefs d'établissement, alors je vais centrer mon propos ce soir un petit peu plus sur la formation statutaire de ces collègues cadres pédagogiques, qui sont au nombre à peu près de 1500, entre 1300 et 1500 par an. Donc ça veut dire que depuis quelques années maintenant, nous n'avons pas attendu l'arrivée des CLOM, hein, des cours en ligne ouverts et massifs, version francisée des MOOC, pour nous poser des questions sur la gestion des grands groupes. Nos personnels de direction, si on ne parle que d'eux, ils sont entre 800 et 900 chaque année qu'il faut accompagner de façon commune, hein, avec l'individualisation qu'ils demandent. Donc ça veut dire que sur cette je vais essayer de centrer mon propos un peu sur cette formation statutaire. Les transferts, on pourra les évoquer après dans la formation continue, l'adaptation à l'emploi des différentes catégories de personnel dans la discussion. Donc ça veut dire qu'on est dans une tension assez forte entre l'adaptation immédiate à un emploi et d'un autre côté l'intégration de collègues dans une j'ai envie de dire dans une culture partagée, puis une culture commune de l'encadrement, et que la demande immédiate des chefs d'établissement, si on parle d'eux, c'est d'arriver à savoir faire un emploi du temps, et qu'ils vont avoir une sollicitation de la part de leur père, de la part vis-à-vis de leur tuteur, très consommable, j'ai envie de dire. Hein. Il faut que immédiatement je sois en capacité d'assurer les fonctions qui sont les miennes. Et à terme, la formation doit s'articuler sur le fait de ne pas être simplement dans de l'outillage de ses collègues, mais de permettre le développement de cette culture commune, l'émergence de cette culture commune de l'encadrement, et que donc là encore, le tuteur a un travail beaucoup plus complexe qu'il pouvait l'avoir précédemment, dans la tension qui existe entre cette demande immédiate d'adaptation et cette visée professionnalisante et d'intégration dans un corps d'encadrement à moyen terme, on va dire. Alors tout ça évoque évidemment l'évolution du positionnement du tuteur, et comme Jacques le disait en ouverture, vient se greffer à cette évolution qui a déjà été forte, hein, de mettre des collègues en situation de responsabilité, vient se greffer la strate du numérique et de l'émergence des parcours en ligne qui nécessitent d'autres fonctions, d'autres postures tutorales que celles classiquement adoptées par les collègues. Alors, si encore, au risque d'être caricatural, mais pour tenir un peu le tempo, je pourrais dire que la place du tuteur n'est plus, on va dire, l'interface unique, hein, du stagiaire, ce qui était un petit peu le cas dans nos métiers, où le stagiaire inspecteur avait son contact qui était et qui l'accompagnait dans une relation très individualisée. Mais la posture du tuteur, avec l'émergence de cette professionnalisation, de cette mise en responsabilité, de ces parcours numériques, de cette articulation que je vais présenter juste après entre
finalement la formation nationale que nous conduisons à l'ESN, les formations académiques qui sont conduites dans les différentes académies et les lieux de professionnalisation que sont les lieux d'exercice de la pratique professionnelle, nécessitent du tuteur d'être en capacité de se mettre en interface entre ces différents espaces, entre ces différents lieux, ces différents temps de formation, et d'en avoir une compréhension globale. Il est difficilement pensable de se dire que un tuteur méconnaît un parcours qui va être proposé à son stagiaire et les modalités, les contraintes et les activités proposées à ce stagiaire dans le cadre de sa professionnalisation. Alors, là encore, je pourrais tirer un petit peu le fil du modèle, je vais y revenir juste après. Comme nous sommes une école de professionnalisation, il est évident que nos parcours en ligne ont vocation à intégrer cette dimension. Et donc, le pari qui est le nôtre, c'est d'arriver à extraire du terrain les situations professionnelles pertinentes pour les faire monter dans le dispositif de formation nationale et arriver à pouvoir expertiser et à triturer, travailler, malaxer ces situations professionnelles pour prendre du recul, de la hauteur et travailler sur cette adaptation immédiate à l'emploi. D'une part, réponse, si la formation n'apporte pas de réponse, c'est quand même un problème, de réponse à des problématiques immédiates, mais aussi se mettre dans une perspective un peu plus longue de compréhension des enjeux d'un personnel d'encadrement au sein d'un système éducatif complexe actuel. Alors ça veut dire que le rôle du formateur, hein, c'est ce que j'évoque dans le quatrième point, le rôle du formateur est un rôle extrêmement important, le rôle du tuteur est un rôle qui n'est plus un rôle qui pourrait être considéré, qui a pu être considéré un temps comme un rôle de bout de chaîne, dans lequel où finalement la formation nationale se déversait, les formations académiques passaient par là, les stagiaires faisaient, et puis donc on les accompagnait quand ils avaient des difficultés. Le rôle du tuteur devient, avec le contexte professionnel, la situation de professionnel de terrain, repasse complètement au centre du dispositif. Il est vraiment centré, le dispositif doit être centré sur cette situation professionnelle d'exercice des collègues accompagnés par son tuteur, et finalement la formation devient périphérique et vient au service des difficultés rencontrées dans ces situations professionnelles, ou en tout cas le fait de les préanticiper et de les envisager différemment. Alors, un détour sur le modèle, hein, je le disais. Alors oui, peut-être juste un petit retour. Je disais rôle du formateur et du tuteur de chaque personnel d'encadrement. Qu'est-ce qui se joue aussi, si on est un peu, je dirais pas politiquement incorrect, mais il se joue du fait de la mise en situation de responsabilité immédiate, si on prend les chefs d'établissement. Quand vous êtes proviseur ou principal d'un établissement scolaire et que vous voyez arriver un stagiaire, vous savez que votre charge de travail va augmenter. Votre charge de travail va augmenter parce que le stagiaire, par définition, ne connaît pas l'ensemble des actes, des gestes professionnels qui est censé maîtriser un personnel de direction aguerri. Donc, il va falloir lui apprendre ces gestes professionnels. Double travail parce qu'il va falloir se garantir que les compétences, le collègue de l'équipe les possède bien. Et quand vous êtes chef d'établissement depuis de longues années, que vous n'avez pas fait un emploi du temps, par exemple, depuis de longues années, revenir dans la technicité de la réalisation d'un emploi du temps, c'est parfois pas simple. Et double travail encore, parce que vous savez que vous allez devoir assumer des fonctions tutorales dans un environnement qui est plus complexe que simplement vérifier que le positionnement du collègue se passe bien au sein de l'établissement, mais un positionnement qui va devoir interfacer des actions nationales, académiques, de terrain, et que donc on se retrouve aussi au-delà de la simple compréhension des enjeux liés à cette nouvelle posture du tuteur, on se retrouve directement confronté à une question de charge de travail, à une question de reconnaissance des temps invisibles, du temps nécessaire à dégager aux collègues pour qu'ils puissent assumer réellement ces fonctions tutorales qui sont, je le disais, au cœur du dispositif. Alors, très vite, une nouvelle approche, un risque, je ne vais pas revenir sur ce dessin que vous connaissez tous, hein, j'imagine, qui est
une illustration de l'effet diligence où vous avez ces deux ménagères qui époussettent les tapis, l'une avec une tapette en osier, voilà, témoignant de l'ancienne modalité de formation, et l'autre qui l'époussette avec un aspirateur électrique témoignant du numérique. Finalement, les deux font le même. C'est juste plus compliqué d'épousseter avec un aspirateur parce que c'est plus lourd. En plus, il n'est pas branché, donc c'est complètement inefficace. Et le risque dans lequel on essaye d'éviter de tomber dans la formation, c'est de se retrouver exactement dans cette situation-là, à savoir instrumenter des dispositifs qui finalement seraient de faire comme on faisait avant, mais de façon numérique, en se disant que comme on a mis du numérique, on fait de l'innovation. Donc ça, il y a un danger extrêmement fort vis-à-vis de ça, et la place du tuteur est directement corrélée à ce danger, c'est-à-dire que si on ne remet pas, comme je le disais, le tuteur exactement au centre du dispositif, et la situation, en ce qui nous concerne en tout cas, au centre du dispositif de formation, au bénéfice de nos stagiaires, on va se retrouver à finalement instrumenter des choses, à faire comme avant, mais de façon instrumentée. Alors, dans les éléments complémentaires, là-dessus je vais faire très vite, on essaye de développer un certain nombre de dossiers, donc de développement de ressources, de dossiers, de développer des briques de formation qui sont interfaçables et interchangeables, de développer de la communauté de pratique et du réseau, et l'ensemble des outils mis à notre disposition par le ministère. Par outils, j'entends outils institutionnels. Le choix politique de l'ESN est de dire on se positionne sur les outils de l'institution pour permettre une sensibilisation des personnels d'encadrement qui vont ensuite accompagner les enseignants qui vont devoir se former, qui travailler avec ces mêmes outils. Et que le pari que nous faisons, c'est de dire, si nos personnels d'encadrement sont sensibilisés à tout ça, ils auront plus de chances de porter, en tout cas, un accompagnement pertinent sur le terrain. Alors tout ça veut dire un changement de métier, tout ça veut dire pour les tuteurs une appréhension complètement différente de leur métier, et donc un accompagnement du changement extrêmement conséquent, tant sur la maîtrise instrumentale opératoire d'un certain nombre d'outils que sur la maîtrise conceptuelle de cette approche. Il faut que pour réussir le pari, il faut que les tuteurs soient en capacité de comprendre réellement les enjeux liés à cette nouvelle modalité, et que par conséquent ils aient pu à minima l'expérimenter par eux-mêmes et finalement être associés à ces différentes réflexions pour pouvoir produire un accompagnement de qualité qui touche l'objectif que nous visons. Alors, différents lieux de formation, je vais essayer de présenter un petit peu tout ça qui m'amènera à faire un focus sur le tuteur. Nous avons dans nos formations initiales statutaires trois niveaux. Je le disais, le niveau macro, qui est le cadre général des actions nationales. Nous formons à l'ESN des cohortes de 250 personnels de direction, de 250 inspecteurs. Alors, 5 fois 250 pour les personnels de direction et 1 fois 250 pour les inspecteurs. Au niveau méso, nous avons le cadre local, les actions de formation académique qui doivent s'articuler avec les actions nationales. Et au niveau micro, on a le terrain de l'activité quotidienne. Et c'est au niveau micro que se joue la professionnalisation qui est pour nous l'axe déterminant. Alors, ce schéma, on va le prendre exactement dans le sens inverse, en se disant que, en partant du bas, la situation professionnelle vécue par le stagiaire et accompagnée par son tuteur est un premier niveau de contextualisation. Le tuteur doit pouvoir être en proximité du stagiaire et contextualiser cette situation professionnelle avec leurs prérogatives de tuteur, et puis avec le positionnement, les compétences du stagiaire, d'une part. Donc, le niveau méso, le tuteur va être amené à devoir corréler cette situation professionnelle avec un environnement plus large qui est le projet académique, par exemple. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le champ des possibles, et au niveau macro, si on remonte au niveau national, le tuteur en proximité de son stagiaire doit pouvoir lui faire toucher du doigt la contextualisation de sa situation professionnelle marginale, propre,
avec les grandes réformes, les grands axes de la politique nationale, et arriver à contextualiser ça avec les dispositifs de formation qui entourent le stagiaire, alors que ce soit les grands dispositifs du plan national de formation portés par la DGESCO, Direction générale de l'enseignement scolaire, dont nous sommes un des opérateurs, portés par les NESR en propre, portés par les académies dans la dynamique académique à faire évoluer tel ou tel projet académique pour la réussite des élèves, pour le climat scolaire, que sais-je. Donc la place du tuteur évolue dans une complexification non pas de ses missions, mais en tout cas de la compréhension des différentes strates d'action dans lesquelles son stagiaire va devoir intervenir, et il va devoir, par cette compréhension-là, identifier l'endroit le plus ad hoc où le stagiaire pourra trouver la réponse. En clair, principe de subsidiarité, est-ce que c'est utile que le tuteur en proximité dans son établissement engage une formation individuelle avec son stagiaire, alors que dans le séminaire qui a lieu 3 semaines plus tard au niveau académique ou au niveau de l'ESN, cette thématique est traitée? Peut-être qu'on touche là du doigt une nécessité d'articulation, et une nécessité d'articulation qui va permettre au tuteur de prendre pour le coup une réelle dimension de mise en cohérence du plan de formation, du positionnement du stagiaire avec les plans de formation académiques et nationaux, pour aller dans ce que nous appelons nos vœux, que nous intégrons de manière obligatoire dans toutes les formations statutaires initiales, un CIP, un contrat individuel de professionnalisation, c'est-à-dire, si on prend la métaphore maritime qui a été employée par de nombreux chercheurs, notamment Le Boterf, je crois, c'est de dire finalement chaque stagiaire va tirer sa route, va tirer ses caps au regard de ses compétences, au regard des dispositifs de formation qui lui sont proposés, et une des boussoles de cette route va être son tuteur, qui lui connaît les vents, connaît les courants, connaît les dispositifs de formation, et va pouvoir l'accompagner dans ces différents modèles. Alors, ça veut dire que notre nouveau modèle de formation, j'aurais pu intituler la diapo, est-ce que c'est vraiment un si nouveau modèle de formation que ça? Parce que Jacques avait la gentillesse de rappeler, en me présentant tout à l'heure, que j'avais fait un détour assez conséquent de plus de 15 ans dans l'éducation populaire en tant que militant. Je veux dire que l'éducation nouvelle a inventé quand même depuis longtemps un bon nombre de révolutions qu'on est en train de redécouvrir peut-être parfois maintenant. Donc ce modèle de formation, il y a un terrain d'exercice, c'est cette zone orange que j'ai signifiée avec nos quelques stagiaires qui, en tant que personnel d'encadrement, je vous rassure, ne sont pas dans cette tenue quand ils viennent en formation. Bon, voilà. Néanmoins, un terrain d'exercice avec des acteurs extrêmement nombreux, extrêmement variés. Dans une approche systémique, on est vraiment dans une multiplexité d'acteurs, et une multiplicité de situations professionnelles également auxquelles sont confrontés nos collègues, parce qu'ils sont directement en situation de responsabilité. Alors tout ça se traduit dans ce modèle par ce que nous avons à essayer de mettre en œuvre, de la co-formation avec les pairs, de l'auto-formation. Tout le monde s'est toujours auto-formé. Le danger maintenant, c'est qu'on pense que par l'instrumentation technologique, la seule voie de la formation sera l'auto-formation. Et quand on parle d'auto-formation, je vous invite à relire Philippe Carré sur ces objets. Auto-formation ne veut pas dire abandon seul devant un ordinateur avec mission de se débrouiller pour faire ce qu'on peut et comme on peut. Donc auto-formation emporte bien des prérequis importants. Tout ça se plaçant dans des dispositifs académiques ou nationaux, avec une dimension extrêmement forte de l'apprentissage informel, et bien entendu, pour y revenir, des interactions avec les référents, avec les formateurs, avec les tuteurs, et que tout ça doit s'incarner dans un modèle qui finalement se complexifie parce qu'il est constitué de strates différentes, et comme nous visons une individualisation des formations au regard des parcours antérieurs de nos collègues, qui sont
sur des deuxièmes, voire des troisièmes carrières, qui ont plein de compétences d'ores et déjà, ça nous oblige, et ça oblige les tuteurs, en tout cas, à appréhender les fonctions tutorales et leur action de manière également beaucoup plus complexe et systémique pour apporter la réponse ad hoc au moment ad hoc. Alors, si je zoome un petit peu sur cette figure emblématique, hein, qui, je le disais, se repositionne au centre du jeu, hein, vraiment au centre du jeu dans le modèle de formation que nous essayons de promouvoir, cette complexification du métier de tuteur, alors il va assurer plein de choses dans notre approche. La mesure initiale des compétences, bien entendu. Voilà, comment guider un collègue sans savoir à peu près quels sont ses acquis et ses points de faiblesse. L'accompagnement dans l'exercice quotidien du métier, avec la tension pas forcément simple à gérer, qui est de se dire il est en responsabilité, donc il est responsable. Donc la posture tutorale va prendre un axe, un biais qui est parfois un petit peu compliqué aussi dans le conseil, dans l'alerte, en disant attention, ça tu peux pas faire ça, mais attendez, le collègue est responsable, s'il souhaite engager telle ou telle action, il est en poste, hein, il n'est pas... voilà. Le guidage, non pas du parcours individuel de professionnalisation, mais vraiment du contrat individuel de professionnalisation. On sait bien que les compétences évoluent dans le temps, que les collègues vont... des missions évoluent dans le temps, donc on va avoir un certain nombre de compétences qu'il va falloir incrémenter, qu'il va falloir revisiter, et le tuteur, avec le recul qu'il a et de la connaissance qu'il a et de la formation et on va dire le contexte professionnel du stagiaire et du stagiaire lui-même, va pouvoir accompagner des choix pertinents de plans de professionnalisation. Mesure des compétences acquises, bien entendu, suivi de ce parcours de professionnalisation, de ce contrat de professionnalisation, avec l'attention à un regard réflexif qui nous semble extrêmement important, d'aider, hein, on pourrait imaginer une courbe qui augmente dans le temps entre une proportion forte de l'adaptation à l'emploi juste après la réussite au concours, pour passer progressivement à une proportion beaucoup plus forte dans la formation de la culture commune et de la culture partagée entre les différents corps d'encadrement, et donc un regard réflexif qui augmente également au fil du temps de la formation, pour permettre au cadre d'être vraiment sur des postures d'encadrement et pas sur des postures simples d'outillage, de réponse à un geste professionnel qu'il convient de savoir faire, mais qui ne peut pas se limiter à ça. Et donc, je disais, le lien entre les actions nationales académiques, entre toutes ces actions de formation, et finalement les besoins propres de son stagiaire au sein du contexte professionnel dans lequel il exerce. Alors, on rencontre un problème, hein, le problème, je le citais tout à l'heure, le problème, il est simple, il est celui de la vitesse d'évolution depuis 2 ans du modèle de formation, qui fait que la vitesse d'évolution des collègues tuteurs n'est pas de même nature, et que l'accompagnement, le changement, surtout dans des modèles de formation qui se cherchent un petit peu, évidemment, au début, hein, on a procédé par essai-erreur, un certain nombre de tâtonnements, ont montré que la finalisation, la mise en œuvre un peu fine, hein, de ce modèle de formation nécessite aussi qu'on accompagne au fil du temps des tuteurs qui vont rejoindre cette accélération du modèle. Alors, révolution conceptuelle, pour nous, on le pense, hein, réellement, révolution conceptuelle dans la nouvelle posture du formateur et du tuteur. Ça, c'est quelque chose d'absolument indéniable, de son repositionnement au centre avec son stagiaire et sa situation professionnelle de l'ensemble des dispositifs de formation, qui pouvaient penser peut-être il y a quelques années que la formation nationale était le centre de la formation des cadres. Ce n'est plus le cas du tout. C'est la situation professionnelle maintenant qui guide l'ensemble de la construction de nos dispositifs de formation, et donc immédiatement derrière, la question qui se pose, comment faire en sorte d'associer le ou les tuteurs à la bonne réalisation de ces problématiques de formation. C'est une nouvelle approche générale de la formation et de ses interactions, hein, qui, si on est sur un plan extrêmement outil,
nécessite de la montée en compétences techniques. Faire une classe virtuelle comme nous le faisons ce soir, c'est un apprentissage en termes d'animation, c'est l'intégration d'un nouvel outillage dans la professionnalité de nos tuteurs et donc une montée en compétences qui prend du temps. Sont des nouvelles postures professionnelles qui sont en train de se mettre en œuvre de façon indéniable et des postures professionnelles de même que si je fais le lien avec le point juste précédent, nouvelles postures professionnelles que l'on voit se transférer extrêmement rapidement sur le terrain. On voit nos nouveaux inspecteurs, nos nouveaux chefs d'établissement rentrer dans une culture de la formation, de l'accompagnement des équipes qui intègre ces modalités et qui accompagne beaucoup plus les enseignants dans cette dynamique-là. Donc, le pari que nous faisons, c'est un pari important. C'est de se dire que il est important qu'on aille toucher, non pas les personnels d'encadrement, et c'est bien, mais les enseignants et l'acte pédagogique des enseignants au sein de la classe. Donc, une absolue nécessité pour nous de former ces tuteurs à ces missions nouvelles, de les accompagner dans ce dispositif. Alors, le pari, je terminerai sur les 2 slides suivantes sur ces questions-là, qui est de dire que le modèle de formation des cadres a pour ambition dans notre esprit de se traduire dans les pratiques de pilotage auprès des équipes. Il n'est pas question que les personnels d'encadrement vivent des modalités de formation pour le plaisir. C'est très intéressant de vivre une formation à distance. Ça n'a pour nous que peu d'intérêt, c'est-à-dire que la formation est le vecteur également d'une montée en compétences. Nous sommes, je pense, un certain nombre ici convaincus de la pertinence et de l'efficacité de la formation à distance. Qui peut dire qu'il peut porter un regard réflexif sur une formation à distance sans ne serait-ce que l'avoir vécu en tant qu'apprenant? Un certain nombre de personnes le font, écrivent même des livres. On a de très bons ouvrages de gens dont on perçoit assez vite dès qu'on discute avec eux qu'ils n'ont ne serait-ce que jamais expérimenté cette modalité et que là, il y a un hiatus qui peut parfois être problématique. C'est le même problème pour nos tuteurs. On est en train de construire des parcours de formation à destination des inspecteurs du premier degré qui vont être accompagnés par des experts de contenu, des tuteurs sur le terrain dans les différentes académies. La consigne est claire, c'est avant de pouvoir tutorer ces parcours, vous les avez vécus et nous portons une analyse réflexive sur votre place de tuteur dans ce dispositif, dans l'accompagnement des stagiaires et ainsi de suite, et des travaux de TAD, en ce sens, nous aident évidemment fortement. Alors, si je déroule un peu ce qui est écrit, la question du tutorat nous semble donc absolument centrale dans une perspective de généralisation de ces nouvelles modalités de formation. J'évoquais le projet magistère qui va impacter l'ensemble des enseignants du premier degré dans les semaines qui viennent. Il est en cours de lancement. On travaille sur ce projet avec la Direction générale de l'enseignement scolaire et le Centre national de documentation pédagogique, le CNDP. Généralisé auprès de 350 000 personnels, avec des personnels, quand on échange avec eux, qui vous disent que la formation à distance, ça va être « je vais me retrouver tout seul devant mon écran » et finalement, l'institution, par ce biais-là, essaye de faire des coupes sombres dans les budgets. On a à lutter impérativement contre cette représentation qui est fausse, et que le modèle économique, la voie qu'il y a à trouver entre l'intérêt pédagogique et le modèle économique, passera, et c'est le discours que nous tenons. Moi je siège tous les 15 jours en comité de pilotage sur le numérique avec le directeur de cabinet du ministre et l'ensemble du haut encadrement du ministère de l'Éducation nationale. Le message est clair, le modèle économique ne se veut pas un modèle d'économie, de coupe sombre dans les économies. La place du tutorat y est reconnue comme quoi il faut que les collègues soient accompagnés et du présentiel, puissent échanger. C'est simplement la modalité qui va changer et la professionnalité des formateurs et des tuteurs qui va évoluer. Ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu qu'on fasse des économies sur les frais de transport, ça serait heureux. Un de mes collègues en académie a même corrélé avec les chiffres de la sécurité routière le nombre de journées effectuées à distance. On peut corréler ça avec le nombre d'accidents de la route, par exemple. C'est assez édifiant
en termes de statistiques, si ça reste que de la statistique, mais il n'empêche que ça peut être quand même assez édifiant. Donc, ce qu'on constate et ce dont les autorités et le pilotage au niveau du ministère est convaincu, c'est qu'on assiste à un transfert de charges et que là où on va pouvoir faire un certain nombre d'économies, il faudra investir et investir notamment dans le cadre des actions tutorales, parce qu'on est sur le coût variable, c'est-à-dire que si on a 15 apprenants ou si on en a 900 et qu'on veut les tutorer, eh ben on va pas tutorer un groupe de 15 comme on va tutorer avec une personne un groupe de 900. Donc on a un coût variable qu'il va nous falloir intégrer. Il va nous falloir intégrer le coût de la formation de ces tuteurs au profit d'un modèle pédagogique qui ne se veut pas être de l'instrumentation où on renvoie les gens seuls devant l'écran, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'auto-formation, parce qu'il y a toujours eu de l'auto-formation. Les collègues, après des stages, allaient au CRDP récupérer des livres et travailler par eux-mêmes, ou travailler sur des sujets qui les intéressaient et s'auto-former. Ça a toujours existé, ça continuera d'exister. Il faut très clairement affirmer que la place du tutorat est une place centrale dans la professionnalisation, dans l'accompagnement des collègues, mais que ce tutorat doit être revisité dans les compétences qui sont celles du tuteur, au profit de la déclinaison dans les salles de classe, dans l'activité des enseignants et finalement au profit de la formation des élèves et de la réussite des élèves, de la meilleure réussite des élèves. Alors cet enrichissement des missions nécessite, je le disais, un accompagnement et de toucher l'acte d'enseigner. Il serait illusoire de penser, et j'en terminerai sur ces quelques mots, de penser que les enseignants ne vivent pas déjà ces problématiques. Comment penser qu'un enseignant qui fait de la balado-diffusion à travers un espace numérique de travail n'est pas déjà dans une logique de tutorat à distance de ses élèves? Donc il est impératif pour nous d'imaginer des modèles, très clairement de prendre nos cadres et de les mettre en immersion dans ces dispositifs pour qu'ils puissent en comprendre par l'intérieur, par la pratique, des difficultés, qu'ils puissent identifier les temps invisibles, qu'ils puissent vivre ces dispositifs de e-formation dans leur pratique, pour que finalement cette reconnaissance des temps invisibles, cette reconnaissance des impératifs liés au tutorat dans ces modalités distantes puisse être intégrée dans leur pilotage d'équipe locale, présentielle, classique, et que finalement l'ensemble du système, que ce soit la formation, mais qu'au-delà de la formation, l'implication sur le terrain professionnel puisse bouger et que les fonctions tutorales puissent bouger avec le mouvement qui est le mouvement de la société, ni plus ni moins, autour de ces questions du numérique. Voilà, mon téléphone a sonné pour dire que j'étais arrivé à mes 45 minutes de communication, donc je vais m'en arrêter là en vous remerciant de votre attention, et je préférerais mettre quelques images d'enfants qui sont tous heureux de vivre ces nouvelles modalités. Alors c'est pas nos cadres, ils sont un peu plus âgés que ça, les nôtres, mais en tout cas c'est le public vraiment auquel on se destine. Voilà, merci de votre attention. Merci à toi, Olivier, pour cette intervention très, très riche. Bon, effectivement, tu as évoqué beaucoup de points. Je vais pas tous les reciter, bien évidemment. Moi, il y en a un qui m'a particulièrement frappé, c'est effectivement cette évolution de la pratique tutorale qui a un historique dans l'institution, mais qui a été donc qui doit évoluer du fait effectivement de ce changement d'orientation de la formation qui est beaucoup plus donc en accompagnement sur le poste de travail, mais aussi avec l'introduction du numérique et de la distance. Alors, on dit fréquemment que les tuteurs ont beaucoup de fonctions à assumer et de fait doivent regrouper, posséder, développer de nombreuses compétences. C'est pas non plus les éléments que tu as apportés sur les différents niveaux d'intervention, micro, méso et macro, qui démentiront cette affirmation. Alors, finalement, ces compétences nécessaires aux tuteurs pour assumer au mieux leurs fonctions, est-ce que toi, tu en as déjà une vision, tu as déjà réfléchi là-dessus, tu pourrais nous faire part de
peut-être des principales. Et ça, c'est une première question qui te concerne plus précisément. Mais aussi, au niveau de l'institution, est-ce qu'il y a une réflexion justement pour établir ce qu'on pourrait appeler un référentiel de compétences? On sait, dans la semaine prochaine, hein, nous avons Béatrice Poudelco de la Téléuniversité du Québec qui a fait ce travail avec des tuteurs d'établir un référentiel de compétences des tuteurs à distance. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable en ce moment, que ce soit dans ton école, au niveau de l'éducation nationale, etc. Donc une question d'abord plus personnelle, puis après plus institutionnelle, on dirait. Oui, alors pour faire suite à tes propos, Jacques, vraiment le ressenti, mais voilà, qui s'attache bien à une école de formation de cadre. Hein. Voilà, un collègue dans le chat parlait peut-être de collègues, de tuteurs d'une certaine ancienneté. Bon, on est sur un deuxième, voire sur un troisième métier. Le ressenti qu'on a depuis l'introduction de ce nouveau modèle, juste pour vous donner un ordre d'idée, je travaille à l'ESN depuis maintenant 4 ans. Il y a 3 ans et demi, quand j'ai fait mon premier module e-learning à l'ESN, je disposais pour établir un module de 4 heures d'à peu près 4 à 5 mois de délai pour produire mon module. 4 ans après, les proportions sont intégrées. C'est-à-dire pour produire 5 mois de formation, je dois disposer de 4 à 5 heures. Donc, on est sur vraiment une explosion, une montée, et qui se généralise à toutes les strates de l'encadrement et des enseignants. Autre exemple, il y a 2 ans, certains recteurs disaient à leurs équipes « Je veux que l'année prochaine, 25% du plan de formation soit passé en modalité hybride », avec des collègues qui nous appelaient en disant « On ne sait pas faire ». Donc, pour répondre à ta question, je dirais qu'une des compétences immédiates et en tout cas une des actions que nous essayons de conduire, c'est vraiment de sensibiliser, de mettre les collègues en immersion et pas en immersion factice. C'est-à-dire que dans le cadre de leur formation, ils puissent vivre les modalités de formation qu'ils vont devoir accompagner ensuite. On peut leur faire, hein, on sait très bien faire ça, hein, des cours absolument fabuleux sur ce que c'est que le e-learning, comment le tuteur à distance doit se positionner, la proactivité et tout ce qu'on veut. À partir du moment où on l'a pas expérimenté dans le cadre d'une charge de travail, on n'a pas vécu un petit peu les difficultés liées à des apprenants à distance, ainsi de suite, si les cadres ne vivent pas ça, ils ne pourront jamais, me semble-t-il, assurer le transfert qui leur permettra d'accompagner. Donc, première question, en termes de compétences, je ne vais pas aller sur les compétences propres, hein, mais la première strate qui nous semble vraiment important d'aller fouiller, c'est celle-ci, c'est leur faire prendre en main, découvrir ces dispositifs de l'intérieur. Sur les compétences, on a des compétences techniques qui sont indéniables. On a des compétences méthodologiques et organisationnelles qui sont aussi pas présentes, qui sont aussi à revisiter entre des collègues qui finalement étaient l'interface unique avec leurs stagiaires et maintenant qui doivent interfacer avec de multiples dispositifs et de multiples acteurs, rendre des comptes, voilà, le suivi de l'action tutorale, du coup, prend une importance, et la méthodologie du suivi de l'action tutorale prend une importance qu'il nécessite de revisiter avec eux. Quand tu intègres en plus tout ça dans un dispositif, dans une ingénierie, dans une scénarisation pédagogique que le tuteur doit forcément, à minima, maîtriser pour aider le stagiaire à se positionner, ça complexifie d'autant les choses. Donc, on a un challenge qui est pas simple à régler pour nous, c'est comment on arrive à professionnaliser nos tuteurs pour qu'ils soient les plus pertinents possibles. Alors, des retours nous sont faits par les stagiaires en nous disant qui sont les tuteurs les plus pertinents. Bizarrement, les tuteurs les plus pertinents de la part de nos stagiaires, souvent, ne sont pas les tuteurs les plus anciens. Ce sont des tuteurs qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle, c'est-à-dire qui sont passés peu ou prou dans des modalités qu'ils ont, voilà, ils ont un petit peu essoré. On a une promotion qui s'intitulait les plâtres et ciments parce qu'ils ont expérimenté un peu les nouvelles modalités. Bon, mais en tout cas, qui ont vécu les choses, qui ont porté un regard réflexif au bout de quelques années
et qui sont les plus à même d'accompagner. Voilà. Et c'est pas forcément les tuteurs pointés comme étant ceux qui ont la plus grande, j'ai envie de dire, expérience professionnelle. Ils sont à mobiliser de façon ponctuelle, mais dans cet accompagnement-là, les réponses fluctuent un petit peu. Eh bien, merci. Voilà. Et puis sur la deuxième partie. Oui. Oui, pardon Jacques, sur la deuxième partie de ta question, nous engageons, il y a un travail qui est engagé autour de ce que c'est que être formateur. Et derrière être formateur, il y a aussi la place du tutorat qui s'engage. Et on est en train de revisiter aussi, du fait de l'évolution des modalités, complètement ce que c'est qu'être formateur, ce que c'est que finalement conduire une action de formation, construire une action de formation, scénariser une action de formation. Là où on pense que c'est évident que des cadres d'éducation nationale sont en capacité d'écrire des objectifs pédagogiques d'une action de formation, les décliner en critères d'évaluation et que l'ensemble de la scénarisation, tout ça soit parfaitement cohérent dans le cadre d'une gestion de l'espace-temps, on s'aperçoit qu'on n'y est pas du tout, parce que cette professionnalité-là, elle est à travailler, et que donc la question de la fonction tutorale est complètement revisitée, non pas en creux, mais là en direct par ses concepteurs. Alors, si je cite uniquement un groupe que tu connais bien, Jacques, c'est les inspecteurs du premier degré, qui sont à peu près 550, avec lesquels on travaille sur la conception de parcours et qui visitent par là même ce que veut dire maintenant tutorer dans des modalités distantes et réinterroge peut-être le paradigme ancien qui était anciennement à l'œuvre, on va dire. Merci, je me tourne vers Catherine et Jean-Paul. Je suppose qu'il y a eu des commentaires, des questions dans le chat et sur Twitter. Alors, si vous voulez nous en relayer quelques-unes, on va prendre encore quelques minutes pour y répondre, bien évidemment. Catherine, peut-être? Alors, oui, j'ai eu des interventions sur le chat de Classilio. Donc, j'avais Richard Tourneau qui s'est exprimé en disant que le temps, c'était l'or noir de la formation. Donc, effectivement, hein, c'est un des critères forts qui a été énoncé. Ensuite, j'avais Ghislaine, mais Olivier, vous l'avez repris un petit peu dans votre présentation, qui demandait quelle était la difficulté en fait des tuteurs pour l'adaptation. Est-ce que c'était davantage sur les outils, sur les concepts, sur la charge de travail que représentait donc cette fonction? Alors, je vais en profiter pour saluer Richard, qui était stagiaire dans un dispositif ingénierie de la formation à distance, et j'entends bien à plusieurs niveaux cette question de l'or noir, vu la charge de travail qu'on a demandé sur cette action de formation. Donc, salutations à Richard. Oui, non, mais je souscris complètement sur cette question du temps, qui est une vraie question et qui interroge. Qui nous interroge. Hein. J'ai coutume de dire que dans le suivi statistique que je fais des connexions des personnels d'encadrement sur la plateforme Performance, là où j'ai le plus fort taux de connexion et de présence en ligne, c'est le dimanche matin entre 9h et midi. Ce qui interroge extrêmement fortement aussi les temps où les cadres s'autorisent à être en formation. Hein. J'ai envie de te dire comme ça. Donc cette question du temps qui est l'or noir, je souscris. Je souscris complètement. Concernant la question de Ghislaine, pour avoir un peu battu la campagne de France ces mois derniers, avoir rencontré pas mal de conseillers pédagogiques, notamment d'enseignants, ça fait écho à une question qui a été posée, que j'ai voyée sur le chat, où on disait finalement les conseillers pédagogiques et les personnels d'encadrement ont les compétences pour encadrer ça. Il y a une méconnaissance extrêmement forte du modèle de formation hybride. Et la réflexion avec notamment un certain nombre de collègues conseillers pédagogiques et de collègues enseignants, je l'ai encore testé pas plus tard que la semaine dernière dans une école élémentaire de Haute-Normandie, et de dire que le dispositif qu'on est en train de déployer, ces artefacts numériques, grosso modo, on ne sait pas. Donc les compétences à développer, il y a une difficulté, je pense, à se projeter dans ce que va être ce modèle-là. Des enseignants me disaient la semaine dernière, mais
Magistère, ça va être de la formation, et finalement, on verra plus personne, on sera toujours tout seul en ligne. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à avoir nos conseillers pédagogiques. Bah oui. Alors quand on leur dit, mais attendez, la formation en ligne n'est ni plus ni moins que de réfléchir à qu'est-ce qui est pertinent de mettre à distance parce qu'on n'a pas besoin de le faire en présence et de réserver le temps de présence pour ne faire en présence que ce qu'on ne peut pas faire à distance. Déjà, ça revisite un peu le paradigme et ça permet de repositionner un certain nombre de compétences à développer. J'ai envie de dire que les compétences, elles y sont toutes. Un collègue qui est tuteur et qui est un tuteur pertinent et compétent, la migration vers le tutorat en ligne, je la sens pas très compliquée. De même qu'un formateur qui fait une formation présentielle de qualité pour migrer vers une formation hybride de qualité, je vois pas de grandes difficultés. Là où je vois plus de difficultés, dans le public qui est le mien en tout cas, hein, c'est qu'on a parfois des tuteurs qui sont arc-boutés sur des représentations des fonctions tutorales et que ces représentations sont, pour certains d'entre eux, tuteurs, extrêmement impactés violemment par ces modalités hybrides qui les font exploser tout simplement. Donc on n'est pas dans un mode destructif, hein, on a accompagné ces collègues-là dont tout le monde a besoin au service des stagiaires. Ok, Jean-Paul, tu nous fais part peut-être de deux questions et puis. Alors, une question de Geneviève Delaunay qui pose la question par rapport à ce qu'évoquait Olivier, la partition entre le SCO et le SUP. Est-ce que l'ESN a pour mission de former les présidents et vice-présidents d'université? On travaille avec tout le haut encadrement. Donc les recteurs, les présidents, les VP, les DGS, voilà, on a des cycles de formation spécifiques haut encadrement. Je prends un exemple tout simple actuellement, on va travailler un cycle de formation avec les équipes dirigeantes des écoles supérieures du professorat et d'éducation sur les stratégies, sur les pilotages et ainsi de suite. Donc après on n'est pas sur j'ai présenté beaucoup de la formation initiale statutaire, obligatoire hein, pour la titularisation. Sur l'enseignement supérieur, on est sur de l'offre de formation continue et s'inscrit qui veut dans ces dispositifs, mais ils font partie du champ des personnels d'encadrement, bien sûr. Une autre question qui nous vient du Canada, de Pierre Gagné, qui pose la question suivante à Olivier. Par rapport à ce que tu as décrit dans le tutorat l'ESN, est-ce qu'on n'est pas ici devant un dispositif qui se rapproche du tutorat par les pairs dans une forme institutionnalisée? Oui, il y a complètement de ça. On est dans ce qu'on essaye de développer autour de la notion de pairs expérimentés qui vont pouvoir accompagner aussi un certain nombre de collègues. On n'est pas uniquement dans du tutorat par les pairs. On a aussi quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé, mais cette dimension entre en ligne de compte. On évoquait pas plus tard qu'aujourd'hui dans un séminaire de formation interne des responsables de formation de l'ESN que nous conduisions avec Sylvain Vacarès, là, qui va intervenir au mois de décembre. Aussi la question de la coévaluation par les pairs dans un dispositif de formation, en quoi les pairs peuvent-ils aussi porter un regard analytique, réflexif sur les productions de leurs collègues. Donc toutes ces dynamiques, hein, en effet, se réfléchissent. Ce qui n'est pas sans poser, je vais le dire softement, sans poser un certain nombre de questions dans le modèle antérieur qui était le nôtre. Qui était un modèle très hiérarchisé où finalement le savoir, c'est un modèle universitaire, scolaire, où le savoir vient du sachant. Et voilà, là on passe d'une organisation très verticale à une organisation plus horizontale. Ça, c'est une certitude. Jacques, une dernière question? Une dernière, oui. Alors une dernière, je vais reprendre mes... Ah oui, que pensez-vous de la spécialisation disciplinaire du tuteur en plus de ses compétences communicatives, sociales et techniques? C'est une très bonne question. J'espérais que ce ne soit pas celle-là que tu prennes. Alors, la compétence disciplinaire du tuteur, comment dire? Dans les dispositifs que nous essayons de mettre en œuvre, alors les compétences que cite le ou la collègue, hein, sociales, communiquées, enfin, tout ça
sont du fonds de commerce qui me semble être de toute façon indispensable. Ce qu'on essaye de promouvoir dans les dispositifs de l'ESN, c'est de multiplier les types de tutorat. C'est-à-dire que on n'est pas, alors je ne sais pas si je réponds à la question, hein, mais je vais y répondre comme ça, qu'on ait parfois quelques tuteurs qui sont spécialisés sur un domaine. Dans les dispositifs ingénierie de la formation à distance qu'on a conduit ensemble avec Jean-Paul et Jacques, voilà, on avait des collègues qui étaient repérés, escalités sur un domaine de compétences et qui pouvaient accompagner, tutorer un groupe d'apprenants en situation de réflexion sur cette affaire-là et apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, tuteur, formateur, là peut-être que le distinguo serait à faire. Et puis on a un certain nombre de tuteurs et de tutorats périphériques qui permettent de couvrir l'ensemble des champs dont on sait que le stagiaire auquel le stagiaire va être confronté, du tutorat technique, du tutorat, de la supervision, du tutorat proactif, de relance. Enfin, voilà, donc d'essayer alors je ne sais pas si ça répond exactement à la question du collègue, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte d'animer cette communauté de tuteurs dans nos dispositifs et de faire en sorte que ça soit pas une personne seule et unique qui apporte des éléments de réponse et qu'on soit pas dans de l'hyper spécialisation, hein, sauf formation, expertise précise sur tel ou tel domaine. Alors, je sais pas si c'était ce que voulait dire le collègue. Voilà. Très bien. Oui, ça semble être le cas. Oui, oui. Merci Olivier. Oui, Jean-Paul? Oui, tout à fait. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup, Olivier, pour cette intervention. Je vous rappelle que nous avons encore plusieurs conférences d'ici le 12 décembre. Et alors, il n'y a la possibilité maintenant de ne s'inscrire qu'aux conférences du mois de décembre, hein. Toutes les autres, soit les inscriptions sont closes, soit elles sont complètes. Mais bien évidemment, vous pourrez retrouver les enregistrements si vous ne vous y êtes pas inscrit. Alors par contre, les 4 conférences de décembre, eh bien, vous pouvez aller sur le site et bien sûr vous y inscrire. Encore merci pour votre participation, pour vos commentaires, vos questions. Un grand merci Olivier à nouveau. Et je vous dis donc à jeudi prochain. Jeudi, c'est Bruno Delièvre qui nous parlera d'une méthode de conception des services tutoraux. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous et bonne soirée.